Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part explorer des mécanismes assez incroyables, comment notre cerveau peut se transformer tout au long de la vie, comment notre esprit influence directement notre corps, et puis aussi comment notre sentiment d'appartenance à un groupe, et ça façonne notre perception du monde. Tout ça, évidemment, éclairé par les dernières découvertes en neurosciences. On va parler de neuroplasticité, cette fameuse capacité du cerveau à changer, à s'adapter, mais aussi on va essayer de comprendre où se niche la conscience dans nos neurones. On va explorer les liens très concrets entre le corps et l'esprit et découvrir comment notre identité sociale, en fait, elle s'inscrit dans notre biologie. Notre mission, comme toujours, extraire les idées les plus percutantes de différentes sources, recherches, livres, conférences, pour bien saisir ce potentiel de transformation qui est en nous. Alors, prêt pour cette exploration? Commençons par cette idée, la neuroplasticité, le cerveau qui change, qui s'adapte. Ça bouscule quand même pas mal l'image qu'on avait d'un cerveau plutôt figé après l'enfance, non? Surtout quand on imagine cette machine hyper complexe. On parle de 85 milliards de neurones, c'est ça? Et chacun avec des milliers de connexions possibles. On dit parfois que si on mettait bout à bout tous les fils d'un seul cerveau, on ferait plusieurs fois le tour de la Terre. Ça donne le vertige. Oui, c'est une image assez parlante. Et la neuroplasticité, c'est justement ça. Cette capacité du cerveau à modifier sa structure, son fonctionnement, en réponse à ce qu'on vit, ce qu'on apprend, ou même suite à une blessure. Et c'est un processus continu, hein, pas juste pendant l'enfance. Les mécanismes y sont variés, ça peut être créer de nouvelles connexions, les synapses, ou alors renforcer celles qui servent et puis affaiblir les autres, celles qu'on utilise moins. C'est ce qu'on appelle, les termes techniques, c'est potentialisation ou dépression à long terme, mais l'idée, elle est simple. Ce qui est utilisé se renforce, le reste s'affaiblit, quoi. C'est vraiment la base de l'apprentissage, de la mémoire. Quand on apprend quelque chose, en fait, on crée ou on renforce un circuit spécifique de neurones qui va coder cette information. C'est une sorte d'empreinte dans le cerveau. D'ailleurs, des chercheurs comme Susumoto Negawa, ils ont même réussi, avec des techniques assez pointues, l'optogénétique, qui utilise la lumière pour activer certains neurones, ils ont réussi à réactiver des souvenirs précis chez des souris juste en stimulant les bonnes cellules. Ça montre bien le lien physique du souvenir. Ah oui, donc ce n'est pas juste une théorie, on voit vraiment des changements physiques dans le cerveau agi. Exactement. Les études le montrent très concrètement. On a vu par exemple chez les chauffeurs de taxi à Londres qui doivent mémoriser un plan de ville, mais alors incroyablement complexe, eh bien, une zone du cerveau liée à la mémoire spatiale, l'hippocampe, elle est visiblement plus développée chez eux. Il y a une autre étude assez connue, celle de Dragensky, qui a montré une augmentation de la matière grise dans certaines zones du cerveau chez des gens qui avaient simplement appris à jongler pendant 3 mois. Appris à jongler, juste ça. Oui, juste ça. Ou même chez des animaux, si on leur donne un environnement plus riche, avec plus de stimulation, on voit des modifications physiques sur leurs neurones. Et ça veut dire quoi pour la mémoire? C'est pas comme un disque dur où l'info est stockée une bonne fois pour toutes. Quelque chose, en fait, on réactive le circuit et potentiellement on le modifie un petit peu. Mais alors, si le cerveau est si malléable, ça ouvre des perspectives assez dingues pour le développement personnel, non? On pourrait vraiment changer des habitudes, des façons de penser qui sont ancrées. C'est tout à fait ça l'enjeu. Le potentiel, il est énorme. L'étude de Carol Dweck, elle est très parlante là-dessus. Le simple fait d'expliquer à des enfants que leur cerveau est comme un muscle, qu'il peut changer avec l'effort, ça a amélioré leur motivation, leur façon de réagir face à un échec. Ils persévéraient plus. Et il y a des exemples forts, j'imagine, des gens qui récupèrent après des AVC ou qui sortent d'addiction. Ou cette histoire incroyable de Cole Cohen, cette femme qui a vécu jusqu'à 26 ans sans savoir qu'il lui manquait un bout de cerveau gros comme un citron. C'est fou ça. Oui, l'histoire de Cole Cohen est vraiment frappante. Son cerveau avait réussi à compenser ce manque d'une manière ou d'une autre, même si elle avait des difficultés bien sûr. Ça illustre bien cette capacité d'adaptation. Mais attention, hein, plasticité, ça ne veut pas dire que tout est facile et immédiat. Changer, ça demande de l'effort, de la répétition, pour vraiment consolider de nouvelles habitudes ou compétences. Nos vieilles habitudes, c'est un peu comme des autoroutes neuronales bien larges. En créer de nouvelles, au début, c'est plutôt comme tracer un petit sentier dans la forêt. D'accord. Et quels sont les freins alors? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de changer et comment on peut aider cette plasticité? Alors, un frein majeur, c'est souvent nous-mêmes, nos propres croyances. Si on est persuadé qu'on ne peut pas changer, le fameux «je suis comme ça, c'est tout», on va même pas essayer sérieusement ou on va lâcher à la première difficulté.
Le manque de motivation, un environnement peu stimulant, ça joue aussi bien sûr. Pour la stimuler activement, les clés sont assez connues en fait. L'apprentissage continu évidemment, découvrir des choses nouvelles. L'exercice physique, c'est très important, ça libère des substances qui sont bonnes pour les neurones. La méditation de pleine conscience aussi, ça montre des effets mesurables sur le cerveau, sur sa structure, son fonctionnement. Et puis, de manière générale, chercher la nouveauté, sortir un peu de sa zone de confort, avoir des interactions sociales riches. Tout ça, ça nourrit le cerveau. Ça correspond bien à une vision plus actuelle du cerveau, hein. Pas juste une machine qui reçoit passivement de l'info, mais plutôt un organe qui anticipe, qui fait sans arrêt des prédictions sur le monde qui l'entoure. C'est passionnant. Passons à un autre grand mystère, si vous voulez bien. La conscience. Pendant très longtemps, c'était plutôt un sujet pour les philosophes, ça. Comment les neurosciences s'y attaquent aujourd'hui? Vous parliez de Stanislas Dehaene. Oui, Dehaene et d'autres chercheurs, bien sûr. Ils se sont concentrés sur une question un peu plus précise, plus abordable scientifiquement. Qu'est-ce qui fait qu'une information, parmi toutes celles que notre cerveau traite en permanence, devienne consciente? Pourquoi est-ce que là, maintenant, je prends conscience de cette tasse devant moi, mais pas des milliers d'autres signaux que mon corps reçoit? C'est ça ce qu'ils appellent l'accès conscient. Et comment on étudie ça? J'imagine qu'on ne peut pas juste demander aux gens « Alors, c'est conscient ou pas ?» Ça doit être plus subtil. Ah oui, c'est un peu plus subtil. Les chercheurs utilisent des méthodes assez ingénieuses, en fait, pour jouer avec ce seuil de la conscience. Par exemple, ils vont présenter une image très très brièvement, ou alors la masquer, c'est-à-dire la faire suivre très vite par une autre image, pour qu'on ne la voie pas consciemment. Ou alors, il y a la rivalité binoculaire. On présente une image différente à chaque œil. Et la personne, elle ne perçoit consciemment qu'une seule des deux images à la fois. Et ça alterne. Ces techniques, ça permet de comparer ce qui se passe dans le cerveau quand un même stimulus est vu consciemment ou pas. D'accord. On arrive à manipuler la conscience en labo. Et qu'est-ce que ça nous dit sur ce qui se passe dans le cerveau? Y a-t-il une sorte d'interrupteur de la conscience? Alors, pas un interrupteur unique, non, plutôt des signatures caractéristiques de cet accès conscient, des choses qu'on observe de manière répétée avec l'imagerie cérébrale, l'IRMF ou l'électroencéphalographie, l'EEG. Il y en a 4 principales. Premièrement, quand une info devient consciente, on voit une amplification de l'activité cérébrale. Elle n'est plus juste dans les zones sensorielles de base, elle se propage largement, surtout vers l'avant du cerveau, le cortex préfrontal, et sur les côtés, le cortex pariétal. Deuxièmement, on voit apparaître en EEG une onde bien spécifique qu'on appelle l'onde P3, et elle arrive environ 300 millisecondes après le stimulus. Ah oui, 300 millisecondes après. Donc la conscience, elle a un petit temps de retard en fait. Exactement. C'est un peu contre-intuitif, mais oui. Troisièmement, il y a une sorte d'explosion d'ondes cérébrales très rapide, des oscillations à haute fréquence, pile au moment où on prend conscience. Et enfin, quatrièmement, on observe une synchronisation de l'activité entre des régions du cerveau qui sont parfois très éloignées les unes des autres. Elles se mettent à parler ensemble de manière cohérente. Donc si je résume, la conscience serait liée à une sorte de diffusion très large et synchronisée de l'information dans tout le cerveau. C'est l'idée principale derrière une théorie importante, celle de l'espace de travail neuronal global, qui a été proposée notamment par Dehaene et Jean-Pierre Changeux. L'information qui devient consciente, ce serait celle qui arrive à entrer dans cet espace de travail partagé, un réseau de neurones très connectés entre eux. Et une fois là, elle devient disponible pour plein d'autres processus, la mémoire, la prise de décision, le langage. C'est un peu comme si l'info était affichée sur un grand tableau central, accessible à tous les départements du cerveau, si vous voulez. Et le cortex préfrontal semble jouer un rôle clé pour maintenir et diffuser cette information. Et les informations qui restent inconscientes alors? Elles sont traitées différemment. Moins bien? Différemment, oui. Le traitement inconscient peut être très sophistiqué. Attention, on peut reconnaître le sens d'un mot qu'on n'a pas vu consciemment, par exemple. Mais l'activité cérébrale associée reste souvent plus localisée, moins intense, et elle dure moins longtemps. Elle n'atteint pas cet état de diffusion globale et synchronisée. Ce lien entre l'activité très physique du cerveau et notre ressenti, la conscience, ça nous amène tout naturellement à la connexion corps-esprit. On en entend beaucoup parler. Qu'en dit la science? Le livre de Michel Levancuen, Les pouvoirs de l'esprit, il aborde ça, non? Oui, tout à fait. Il retrace bien l'évolution des idées. On est passé d'une vision très séparée, très dualiste, l'esprit d'un côté, le corps de l'autre, un peu à la Descartes, à une vision beaucoup plus intégrée aujourd'hui. Il y a des disciplines entières qui étudient ça, comme la psychosomatique, ou un terme un peu barbare, la psycho-neuro-endocrino-immunologie. Attendez. Psycho,
neuro, endocrino, immuno. Il faut le décomposer, celui-là. Exactement. Psycho, pour nos pensées, nos émotions, neuro, pour le système nerveux, endocrino, pour le système hormonal, et immuno, pour le système immunitaire. L'idée, c'est que tout ça est interconnecté et s'influence mutuellement. Le Vancuyén raconte d'ailleurs une expérience assez marquante à laquelle il a participé. C'était l'enregistrement de l'activité cérébrale du moine bouddhiste Mathieu Ricard pendant qu'il méditait sur la compassion. Et ça se faisait en dialogue avec le grand neuroscientifique Francisco Varela. C'était une des premières fois qu'on regardait de si près, scientifiquement, les effets d'une pratique mentale sur le cerveau. Et alors, ces pratiques corps-esprit, comme la méditation ou même l'hypnose, ça a des effets réels qu'on peut mesurer? Oui, de plus en plus d'études le montrent très clairement. La méditation de pleine conscience, par exemple, si on la pratique régulièrement, elle est associée à des changements qu'on peut voir dans le cerveau. Certaines zones liées à l'attention, à la régulation des émotions, elles peuvent s'épaissir un peu. Ça aide aussi à mieux gérer le stress, à améliorer la concentration. L'hypnose, elle, peut modifier la perception de la douleur de manière assez spectaculaire parfois. Donc oui, on voit bien que des états mentaux qu'on cultive volontairement peuvent avoir un impact biologique réel. Et l'effet placebo dans tout ça? C'est peut-être l'exemple le plus fou du pouvoir de l'esprit sur le corps, non? L'effet placebo, c'est absolument fascinant. Parce que ça montre que nos attentes, nos croyances, elles peuvent déclencher des réponses physiologiques bien réelles. Ce n'est pas juste dans la tête, comme on dit parfois. Quand on donne une pilule de sucre en disant que c'est un antidouleur puissant, eh bien chez certaines personnes, on peut observer une libération d'endorphines, qui sont nos propres antidouleurs naturelles. Et l'effet peut être très puissant. Parfois, ça peut représenter plus de la moitié de l'effet d'un vrai médicament comme la morphine. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qui déclenche ça? C'est juste le fait d'y croire très fort? C'est un peu plus complexe. La croyance et l'attente, ça joue un rôle énorme, c'est sûr. Mais il y a aussi tout le contexte. La relation de confiance avec le médecin ou le thérapeute, le rituel de prendre un médicament, même des détails comme la couleur de la pilule, ça peut influencer l'effet qu'on ressent. Et puis, il y a aussi un phénomène de conditionnement. Si on a déjà associé une situation à un traitement, à un soulagement, le simple fait de revivre cette situation peut déclencher la réponse attendue. Notre cerveau anticipe, en quelque sorte, et il prépare le corps. Cette capacité de l'esprit, de nos attentes, à influencer notre biologie, c'est vraiment frappant. Est-ce que notre environnement social, nos groupes d'appartenance, ça a aussi un impact si profond, peut-être même mesurable dans le cerveau? On parle parfois de cerveau social. Tout à fait. Les neurosciences sociales, c'est un champ de recherche en plein essor qui explore justement ça. Elles revisitent des théories plus anciennes, comme la théorie de l'identité sociale, la SIT, mais avec les outils des neurosciences. Et les résultats sont assez éclairants. Prenons la base, le fait de distinguer nous et eux, ce qu'on appelle la catégorisation sociale. Des études en EEG montrent que notre cerveau réagit différemment au visage des membres de notre groupe, l'endogroupe, et ceux d'autres groupes, l'exogroupe. Et ça, très très vite, en moins de 200 millisecondes après avoir vu le visage. Moins de 200 millisecondes. C'est quasi instantané alors. C'est automatique. Ça semble l'être en partie, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette réaction cérébrale très précoce, elle n'est pas figée. Elle est plus forte chez les personnes qui s'identifient beaucoup à leur groupe. Ou alors quand elles se sentent menacées en tant que membres de ce groupe. Donc ce n'est pas juste un réflexe immuable, c'est modulé par notre identité, par le contexte social. Un autre concept important, c'est le chevauchement entre le soi et le groupe. C'est l'idée que notre identité de groupe, elle fait vraiment partie de qui on est, de notre concept de soi. Et ça, l'imagerie cérébrale le confirme. Quand des personnes qui s'identifient fortement à un groupe pensent à elles-mêmes, elles activent certaines zones cérébrales, notamment une zone clé pour la pensée sur soi, le cortex préfrontal médian, eh bien, elles activent en partie les mêmes zones quand elles pensent à leur groupe. C'est comme si, au niveau neuronal, la frontière entre moi et nous devenait un peu floue. D'accord. Et le fameux biais pro-endogroupe, Oui. cette tendance qu'on a souvent à favoriser notre propre groupe, on le voit aussi dans le cerveau? Oui, très nettement. Quand on favorise son groupe dans une tâche, par exemple, en lui donnant plus de points ou plus de ressources qu'à un autre groupe, on active ces mêmes régions cérébrales qui sont liées au soi et à la récompense. Mais ça va plus loin. Le cerveau semble traiter plus facilement, de manière plus positive, les informations qui sont liées à notre propre groupe. On peut même observer, et c'est moins réjouissant, une sorte de déficit d'empathie. C'est-à-dire que la réponse neuronale à la douleur ou à la souffrance d'un membre d'un autre groupe est souvent moins forte que pour un membre de notre propre groupe.
Ah oui, quand même. Oui, et dans des contextes de compétition entre groupes, voir l'autre groupe échouer peut même activer les circuits de la récompense dans notre cerveau. C'est le fameux Schadenfreude, ce plaisir un peu malsain qu'on prend au malheur des autres. Et encore une fois, ces biais sont généralement plus marqués chez les personnes qui s'identifient très fortement à leur groupe. C'est un peu déprimant comme constat, non? Ça montre à quel point on est câblé pour le tribalisme. Ça montre surtout à quel point ces mécanismes sont profonds, oui. Mais attention, les comprendre, c'est aussi le premier pas essentiel pour pouvoir éventuellement les dépasser ou les moduler. Enfin, les neurosciences étudient aussi comment on réagit à la menace identitaire, c'est-à-dire quand notre groupe est critiqué, dévalorisé ou menacé dans son statut. Et là, on observe des réactions de stress physiologique bien réelles, qu'on peut mesurer. Augmentation du cortisol, l'hormone du stress, changement du rythme cardiaque, de la pression artérielle, surtout chez les personnes qui sont très identifiées à ce groupe. Mais on ne réagit pas tous de la même manière face à une critique de notre groupe, j'imagine. Non, et c'est là que ça redevient intéressant. Les chercheurs arrivent à distinguer deux types de réactions physiologiques face à cette menace. Il y a une réaction de menace, justement, qui est coûteuse pour l'organisme, souvent associée à un sentiment d'impuissance et qui à long terme peut être néfaste. Et puis il y a une réaction de défi, challenge en anglais. Là, c'est différent. C'est une réaction plus saine qui mobilise l'énergie pour agir, par exemple pour défendre le groupe ou pour améliorer son image, son statut. Et cette réaction de défi, elle est plus probable si on perçoit la situation comme étant injuste, mais potentiellement changeable, si on pense qu'on a les ressources pour faire face. Et tout ça, ça rejoint d'ailleurs ce qu'on sait des effets du stress chronique, qui est souvent lié à un statut social défavorisé ou à la discrimination. Ce stress chronique, il peut être mauvais pour le cerveau à long terme, notamment pour l'hippocampe et le cortex préfrontal. Mais, et c'est important, le sentiment d'appartenance, le soutien social au sein du groupe, ça peut jouer un rôle protecteur très important contre ces effets négatifs du stress. D'accord, alors si on essaie de rassembler un peu tout ça. Ce qu'on a vu, c'est que notre cerveau est incroyablement plastique, il se reconfigure en permanence en fonction de nos expériences. Notre conscience, même si elle garde une part de mystère, elle semble émerger d'une activité cérébrale qui est à la fois large et synchronisée. Notre esprit, nos attentes, nos émotions, tout ça, ça sculpte notre biologie de manière très tangible. On l'a vu avec l'effet placebo, avec les bénéfices de la méditation. Et enfin, notre identité sociale, notre appartenance à des groupes, c'est tellement fondamental que ça influence nos perceptions et même nos réactions physiologiques les plus basiques. C'est bien ça l'idée générale environ. C'est une excellente synthèse, oui. On voit bien comment tous ces niveaux, le niveau neuronal, le niveau mental, le niveau corporel et puis le niveau social, sont profondément interconnectés. Ils interagissent constamment. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour conclure, je trouve. Si notre cerveau est si adaptable, si notre esprit a tant d'influence sur notre corps, et si notre environnement social façonne si puissamment notre perception et notre physiologie, quel potentiel incroyable et peut-être inexploité cela ouvre-t-il ? Vous voulez dire un potentiel pour agir consciemment sur ces mécanismes, pour les utiliser? Exactement. Est-ce qu'on pourrait utiliser ces connaissances non seulement pour améliorer notre bien-être individuel, mais aussi pour aller plus loin? Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, concevoir des entraînements mentaux spécifiques ou aménager nos environnements, nos écoles, nos lieux de travail ou même nos interactions en ligne de manière à nous aider collectivement, nous aider à remodeler nos dynamiques de groupe, peut-être à réduire certains de ces biais qui nous divisent parfois, à cultiver plus d'empathie même entre groupes différents? Les recherches actuelles, elles suggèrent que ce n'est peut-être pas complètement de la science-fiction. C'est une piste de réflexion qui est vraiment passionnante, je trouve, et qui découle directement de cette exploration au cœur de nous-mêmes et de nos interactions. Merci et à bientôt.